Bienvenue dans notre nouvelle série « Grandir dans le cyberespace ». Je m'appelle Paul Robertson. Je suis le spécialiste de la culture des jeunes au sein de l'association Jeunesse pour Christ de Toronto, au Canada. Je suis heureux que vous soyez parmi nous. L'objectif de cette série est de vous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nos enfants grandissent en ce qui concerne les écrans et la technologie. C'est un monde très différent de celui dans lequel j'ai grandi, c'est certain. Dans cet épisode, Bienvenue dans le cyberespace, nous allons voir qui est cette génération, comment le cyberespace la change et comment son esprit fonctionne lorsqu'elle est dans le cyberespace. Laissez-moi vous ramener quelques années en arrière, à l'époque où je n'étais qu'un enfant, et vous présenter quelques-unes de mes technologies de pointe de l'année en cours. Il s'agit d'une radio de sol. Si vous regardez cette photo, c'est moi et deux de mes amis, nous sommes assis dans le salon de mon père, et cette grosse chose encombrante à droite, c'est la radio. Elle pesait une 40aine de kilos, on ne pouvait pas la déplacer, on n'avait que la radio AM. La stéréo n'existait pas à l'époque. Il n'y avait certainement pas d'oreillettes ou d'écouteurs pour l'accompagner. Voici ma radio à transistor quand j'avais 15 ou 16 ans. Elle fonctionne avec des piles et, à un moment donné, j'ai eu assez d'argent pour acheter un bouchon d'oreille à mettre dedans pour pouvoir l'écouter le soir à l'insu de mes parents. C'est l'un des appareils photo les plus cool que mon père avait. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment il fonctionne, si ce n'est pour dire que ce n'était pas la machine la plus efficace que nous avions. Et là, c'est moi, j'ai 18 ans. Je suis sur le téléphone fixe, qui est donc attaché au mur derrière la porte, que j'ai fermé parce que j'essayais d'avoir un peu d'intimité avec mes parents. Ma mère est passée par la porte, a pris la photo, et c'est ainsi que cela s'est passé. Nous partagions également cette même ligne avec deux voisins, c'était ce qu'on appelait une party line. Aujourd'hui, le monde de nos enfants est certainement très différent. Au cours des 27 dernières années, j'ai été spécialiste de la culture des jeunes ici à Toronto. J'ai passé beaucoup de temps à lire, à faire des recherches et à écrire. Lorsque je lis quelque chose qui pourrait être utile à un parent, à un animateur de jeunesse ou à un pasteur, j'en fais généralement un séminaire ou un webinaire. C'est ce que je fais depuis plus de 25 ans en voyageant à la fois aux États-Unis et ici au Canada. J'y ajoute mes propres histoires, illustrations et recherches, et j'en tire quelque chose que je pense être utile et pratique pour quiconque travaille ou est en relation avec des jeunes. 5 ouvrages m'ont été très utiles dans cette série. Le premier est le livre du Dr. Mary Aiken, The Cyber Effect, le livre du Dr. Richard Fried, Wired Child, qui est excellent pour les parents, Glow Kids de Nicolas Cadares, Psychology of the Digital Age, Psychologie de l'ère numérique, de John Suller, et divers articles de Tristan Harris, président et cofondateur du Center for Humane Technology. Notre monde connaît un changement subtil, presque imperceptible, dont nous faisons tous partie, mais qui touche particulièrement les jeunes, qui passent un temps infini en ligne. George Barna, un chercheur américain, parle d'une Babylone numérique. Une grande partie de la vie s'est déplacée de cette réalité vers le cyberespace, et les problèmes qu'une génération précédente traitait seule sont maintenant vécus par la technologie et amplifiés dans le cyberespace. Il semble que tous les problèmes de la vie, en particulier pour nos enfants, se trouvent désormais dans le cyberespace. David Kinnaman, dans son livre Faith for Exiles, écrit ceci. Nous vivons dans une culture accélérée et complexe, marquée par un accès phénoménal, une aliénation profonde et une crise de l'autorité. Ainsi, nos jeunes, dès leur plus jeune âge, passent un temps infini en ligne. Et à ce stade de l'expérience sociale, nous savons qu'elle a tout changé pour les jeunes. Nous savons qu'elle a tout changé pour nos enfants. Et je ne pense pas que la majorité des adultes comprennent vraiment ce qui se passe. Je suis un enseignant dans l'âme. J'ai mes notes ici. Et la raison pour laquelle j'ai mes notes, c'est que parmi toutes les bonnes choses que j'ai étudiées et recherchées, je n'ai que quelques minutes pour vous donner le meilleur de tout cela. Il m'arrive donc de me référer à mes notes, car je ne veux pas que vous manquiez quoi que ce soit de ce que j'ai préparé pour vous. En quoi cela a-t-il changé nos enfants? Il a changé leur façon de jouer, de nouer des amitiés, de communiquer, de faire leurs devoirs.
comment ils passent leur temps libre et même comment leur cerveau se développe. Nicholas Carr, dans son livre The Shallows, explique comment la physiologie du cerveau est modifiée par le temps passé à l'écran. Cela a changé la façon dont ils forment leur identité personnelle, leur identité de groupe et même leur identité de genre. Il a changé leur vision de ce que signifie être un être sexuel, de ce qu'est réellement la sexualité et de la valeur de tout cela. Cela a changé leur vision de la famille et de la foi et a rendu leur recherche de la vérité beaucoup plus compliquée. Le fait de passer des heures interminables en ligne modifie même leurs valeurs, leurs croyances, leur comportement et, en fin de compte, leur vision du monde. Cela pourrait bien expliquer pourquoi tant de jeunes quittent aujourd'hui la foi. La technologie est devenue leur sauveur. La technologie a toutes les réponses à la vie et il suffit d'un clic sur Google ou d'une question à Siri pour trouver l'épanouissement. Les jeunes considèrent leurs écrans comme des conseillers, des éducateurs, des animateurs, des éducateurs sexuels et des médiateurs pour les décisions morales et de style de vie qui devraient être prises avec des adultes. Mais je veux dire, pourquoi poser une question très personnelle à un adulte alors qu'il suffit de demander à Siri et que personne ne s'en apercevra? De toute façon, qui est cette génération? Et quelle est la génération que nous visons ici? Jen Twenge l'appelle la e-gen et elle comprend les enfants nés entre 1995 et 2014. Le chercheur George Barna les a qualifiés de génération Z, qui comprend toutes les personnes nées entre 1999 et 2015. Quel que soit le nom qu'on lui donne, cette génération n'a jamais connu la vie sans iPhone ou iPad. En 2011, 2012, la grande majorité des habitants de l'Amérique du Nord possédaient un smartphone. Nous savons que le nombre d'utilisateurs en Amérique latine et en Amérique du Sud augmente chaque année. Et c'est à ce moment-là, c'est-à-dire en 2011 et 2012, que nous avons commencé à observer une spirale descendante dans un certain nombre de problèmes auxquels nos enfants étaient confrontés, et ils étaient tous liés, semble-t-il, aux écrans. Cette génération ne se souvient pas d'une époque antérieure à l'Internet. Elle est la première génération pour laquelle l'Internet est accessible en permanence. En moyenne, les jeunes de la génération I consultent leur téléphone plusieurs fois par jour. Lorsque je parle aux jeunes, ils me disent que c'est probablement un chiffre très bas et qu'ils pensent que c'est probablement plus proche de 150 fois par jour qu'ils consultent leur téléphone. Si c'est le cas, bienvenue dans le cyberespace. Il y a cependant quelque chose d'inquiétant qui se passe avec nos enfants, et cela concerne principalement leur utilisation des écrans. Avant de pouvoir les guider vers une relation saine avec leur écran, l'un de nos objectifs aujourd'hui est de vous aider à comprendre ce qui se passe réellement dans le cyberespace. Comprenez bien que je ne suis pas contre la technologie. Si j'étais contre la technologie, je ne ferais pas cela. Je veux simplement que nous trouvions des moyens de l'utiliser pour être en meilleure santé et que nos enfants trouvent des moyens de l'utiliser pour être en meilleure santé. Vous voyez, la technologie n'est ni bonne ni mauvaise, mais c'est la façon dont nous l'utilisons qui détermine si elle est bénéfique ou dangereuse. Parlons donc un peu de votre esprit dans le cyberespace. Lorsque nous sommes en ligne, nous parlons d'aller quelque part, même si nous sommes simplement assis au même bureau, dans la même pièce, probablement. Le fait de visiter des domaines et des sites web implique que nous sommes allés quelque part. Nous considérons le territoire de l'autre côté de l'écran comme une extension de notre être, un espace qui reflète ce que nous sommes vraiment. La frontière entre cette réalité et le cyberespace s'estompe. Et le cyberespace, et les machines que nous utilisons, à bien des égards, ne sont pas celles auxquelles nous étions habitués. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons créé un nouveau royaume numérique appelé cyberespace, un lieu qui transcende le monde tel que nous le connaissons et le monde dans lequel nous avons grandi. À bien des égards, le cyberespace est l'endroit qui se trouve à l'intérieur de notre esprit. Ce que vous voyez à l'écran est ce qui se passe dans votre tête. Mais qu'en est-il si l'esprit est celui d'un petit garçon de 8 ans dont les parents lui permettent de passer d'interminables heures en ligne? Ou si l'esprit d'une petite fille de 12 ans qui essaie juste d'apprendre à naviguer sur les médias sociaux et qui tombe sur des gens qui veulent la cyber-intimider? Que fait-elle de cela
Et qu'en est-il de l'esprit d'un garçon ou d'une fille de 15 ans qui est exposé à la pornographie et à des images sexuelles violentes? Comment les aider? Depuis 2017, je me pose cette question. Le cyberespace est-il un lieu réel, oui ou non? Et quelles sont les preuves dont vous disposez pour étayer votre réponse? Lorsque j'ai commencé à poser cette question l'année de ma naissance, la grande majorité des gens répondaient que le cyberespace n'existait pas. Ils n'étaient pas sûrs de ce que c'était, et très peu disaient que le cyberespace était un endroit réel. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Les gens disent que le cyberespace existe, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas comment le définir. La plupart d'entre nous vivent dans des environnements familiers. Nous nous levons, nous vivons dans une maison, nous vivons dans une communauté. Je sais que j'ai déménagé dans la ville où je vis actuellement il y a quelques années, et j'ai dû apprendre à m'adapter à de nouvelles rues, de nouveaux noms, de nouveaux magasins, etc. Mais lorsque nous entrons dans le cyberespace, nous pénétrons dans un lieu où nous ne sommes vraiment pas préparés à vivre, et nous adapter n'est pas ce pourquoi nous avons été créés. En effet, dès que l'on se connecte, que l'on s'en rende compte ou non, on est transporté dans un endroit différent en termes de conscience, d'émotion, de réaction, de choses que l'on dit en ligne et que l'on ne dirait jamais dans cette réalité, de comportement et bien sûr de notion du temps. Il existe une chose appelée l'effet de distorsion temporelle qui fait que lorsque vous allez en ligne, vous avez tendance à rester en ligne beaucoup plus longtemps que vous ne le pensiez. C'est très courant. Certains d'entre nous se sont sentis perdus dans le cyberespace. Nous avons manqué des rendez-vous, nous avons brûlé le dîner, nous avons oublié d'aller chercher les enfants à la sortie de l'école, ou nous n'arrivons tout simplement pas à croire que nous sommes restés en ligne aussi longtemps. C'est l'effet de distorsion du temps. Vous allez en ligne pendant 10 minutes et 2 heures plus tard. Vous y êtes toujours. Cela transcende le temps d'une manière que cette réalité ne pourrait jamais faire. Dans le cyberespace, on peut suspendre le temps, faire une pause, revenir en arrière, se fondre dans les fuseaux horaires et les cadres d'autres personnes sur Zoom, et parfois même nier le temps. Vous pouvez revenir en arrière et supprimer ce message qui vous embarrasse aujourd'hui. Il y a une centaine d'années, lorsque les films sont sortis pour la première fois dans les salles de cinéma, ils fonctionnaient sur ce que l'on appelait des machines à bobines. Le film sortait d'une bobine et était projeté sur l'écran à l'aide d'une lumière vive, et c'est ainsi que nous regardions les films. Ils étaient en noir et blanc, il n'y avait pas de son. Et puis un jour, le gars dans la salle du projecteur, après l'avoir arrêté, l'a rembobiné manuellement pendant que les gens regardaient encore l'écran. Pour la première fois dans l'histoire, ces gens ont vu le temps s'écouler à l'envers. Et certains d'entre eux ont dit que c'était presque une expérience spirituelle, la façon dont le temps avait été déformé. Moi, c'est une transcendance magique du temps, pour ainsi dire. C'est la nouvelle réalité dans laquelle nous vivons. Merci d'être venu. Dans le prochain épisode, nous parlerons des vieux instincts dans un monde nouveau où nous examinerons la nature du cyberespace, ce qu'il est et pourquoi il peut être un endroit dangereux pour nos enfants. Merci. Cette émission a été créée, écrite et présentée par Paul Robertson, en partenariat avec Youth for Christ Americas et Youth Unlimited Canada. Produite par Abner Hernandez et éditée par Warren Goodwin avec de la musique de tous les bons amis. Les sources de Paul et d'autres lectures peuvent être trouvées dans la description de cette émission. Pour plus d'épisodes et d'informations, visitez paulrobertson.ca.